Et suite à ça, je voulais voir si Madame Christophe est d'accord pour qu'on commence notre quatrième et dernier thème. Tout à fait. Euh, Merci beaucoup et puis merci à tous ceux qui ont posé des questions. Ça rend la chose un peu plus intuitive et plus concrète. Donc merci. Et si vous êtes prête, Madame Christophe, ben, on va vous écouter, on vous laisse la parole. Très bien. Bon, mais c'est la même pour ouvrir l'écran? Pour ouvrir l'écran, oui, oui. Alors, parfait. Ben, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui, on parfait. le voit. Parfait. Bon, attendez, par contre, je vais un peu décaler parce que moi, j'ai vu mon panorama hop, qui me bloque. Voilà. Bon, mais bonjour à tous, enfin, rebonjour, collègues, amis, étudiants, professionnels, donc toutes notre petit écosystème du tourisme, de l'événementiel, du loisir. Je suis donc Sylvie Christophe, je suis donc Université Côte d'Azur. Je suis la référente astre donc de l'Université Côte d'Azur et je suis, vous avez compris également, géographe, mais à l'IAE de Nice, qui est un cas un petit peu particulier, hein, parce que je m'intéresse aux stratégies territoriales de développement par le tourisme, notamment les villes et l'événementiel. Mais je suis également co-responsable du master tourisme management de l'hôtellerie internationale, dont je suis amenée à m'intéresser effectivement à des thématiques proprement touristiques et d'hôtellerie. Alors, donc, j'ai été invitée, donc je remercie bien sûr Astre, monsieur, enfin, mon collègue Étienne Faugier et surtout les étudiants qui ont fait un énorme travail du Master Management durable des territoires et destinations de Lyon pour cette journée qui se déroule très très bien, et moi en plus qui est très conviviale, donc vraiment merci. Et donc, je vais intervenir sur un point concerne donc les conduites stratégiques clients en temps de crise. Je vais appuyer mes travaux sur différents niveaux, je dirais, d'information. Ma culture générale sur le sujet, clairement, mais également, vous en doutez, hein, des institutions comme l'Organisation mondiale du tourisme, différents rapports de l'OAT et autres. Le livre blanc du tourisme 2021 de la chaire Tourisme Transat de l'UQAM, euh, également des communiqués de presse, Le Monde, également un rapport qui est sorti en octobre 2021 qui s'appelle Travel Prediction 2022 et les sites internet des différentes solutions, notamment technologiques, que je vais citer. Et un dernier cas, donc une enquête que j'ai faite avec mes étudiants de master et qui portait sur les conduites stratégiques en période de crise pandémique, le cas donc de Destination MICE internationale. Voilà, ceci a été dit. On peut attaquer. Alors, ah, par contre, ça n'avance pas. Comment cela se fait-il? Ah, ça y est. Bon, deux, trois slides très rapides de présentation, puisque ne sachant pas ce qu'allaient dire mes collègues, même si les sujets n'étaient pas les mêmes, forcément, vous imaginez, par définition, j'ai fait un bon professeur, quelques slides de présentation qui va être très rapide. À l'échelle internationale, un point important, c'est donc effectivement, moi je suis assez optimiste en fait de nature. Donc, le tourisme progresse en 2021. Bien sûr, il reste en deçà des niveaux pré-pandémiques et le redressement est lent et inégal. Ok, néanmoins, il faut voir que l'Europe et les Amériques, ce sont les lieux qui ont enregistré les plus forts résultats en 2021. Et globalement, selon l'OMT, la reprise nécessite bien sûr une meilleure coordination et l'augmentation du taux de vaccination, mais je dirais qu'on est plus vers une perspective 2022, voire 2023, plutôt positive de manière générale. Quels sont les grands facteurs de reprise au sens large? Nous avons bien sûr le déploiement rapide et étendu de la vaccination et le point clé, à mon avis, comme l'a dit Madame Marcotte déjà, mais de toute façon de manière générale, la levée des restrictions de voyage. Clairement, ce sont les restrictions de voyage et l'incertitude, ça c'est un mot-clé, qui a accompagné, mais ça se comprend aussi de la part des gouvernants, euh, cette pandémie qui, effectivement, plus je dirais parfois que les restrictions elles-mêmes, l'incertitude qui fait on y va pas, on ne sait pas si on y va, si on n'y va pas, si on peut y aller, si on va revenir. Ce qui est arrivé évidemment à mes étudiants l'année dernière, c'est arrivé à tout le monde en tant que voyageur, avec des reports, avec des déports géographiques, etc. Et bien sûr, l'information est très importante et s'il peut y avoir une coordination accrue, ne serait-ce par exemple à l'échelle européenne, en ce qui nous concerne, et des informations plus claires sur les protocoles de voyage, ça ne peut que amener effectivement les voyageurs à voyager. Pourquoi? Tout simplement aussi,
c'est que même si évidemment il y a eu des modifications de comportement, on va en parler, il y en a qui ont déjà été évoquées fort justement, mais quand même quelque part, on est dans les civilisations, notamment occidentales, enfin, pardon, les sociétés, notamment occidentales, et de plus en plus ailleurs, hein, je dirais en Asie ou en Asie du Sud-Est, vers l'habitude, l'envie de voyager, pas forcément très loin, pas forcément très longtemps, comme cela a été dit, mais de bouger un petit peu de chez soi. Et la terrasse, la piscine, c'est bien, mais on est quand même beaucoup à avoir envie de rencontrer l'autre, de rencontrer, d'aller à d'autres territoires, même encore une fois, pas forcément très loin, mais de bouger. Donc, je ne pense pas que l'on va aller à un modèle où on va se contenter très longtemps des terrasses ou des piscines, même si elles sont très agréables. D'autre part, il faut quand même voir que pas mal d'auteurs parlent de ce qu'on appelle le revenge tourism, qui peut d'ailleurs poser des problèmes par ailleurs. Le revenge tourism qui serait un peu ce côté de personnes frustrées hein, de bouger pendant 1 an, voire 2 ans, hein, pour des raisons de restrictions diverses et variées, ou de peur, d'inquiétude vis-à-vis de la crise pandémique. Et quand la situation sera revenue, entre guillemets, un peu plus à la normale, en tout cas de facilité ou moins de restrictions de voyager, pourrait déferler un petit peu quelque part. En tout cas, ce sont des éléments qu'on entend autour de nous. Un autre point extrêmement important, c'est donc ce tourisme national, voire ce virage local dont on a déjà parlé. Et effectivement, clairement, le tourisme national, avec éventuellement ce qu'on appelle le tourisme de proximité, voire d'ultra-proximité, hein. Je rappelle donc, c'est tout ce qui est dans un rayon d'environ 2 heures, quel que soit le moyen de transport, à partir de la zone d'émission, hein, donc là où la personne habite donc local, proximité ou ultra proximité. Effectivement, ça a été un point extrêmement important de résilience de nombreuses destinations, hein, notamment pour ceux que je connais le plus, c'est-à-dire en Europe, voire en France, et qui a, et là je rejoins ce que disait mon collègue tout à l'heure, il faut quand même voir que le système touristique de l'offre est quand même un système qui est, par rapport à d'autres systèmes économiques ou sociétaux, qui est particulièrement émietté, voire même on dit un système atomisé. Atomisé, ça veut dire que il y a effectivement, d'un point de vue de l'offre, une très grande majorité, plus de 90% des entreprises, 90% des entreprises, je pense, sont des entreprises, des petites et moyennes entreprises. On parle souvent, mais moi je suis un peu dans l'hôtellerie, on parle des grands groupes, bien sûr, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, des grands tours opérateurs, des grands groupes, soit fusion, acquisition, intégration verticale. Bon, nous avons de plus en plus de grands groupes. Mais le tourisme, l'offre touristique est encore dans les territoires une offre je dirais, d'indépendants et surtout une offre de petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Et la majorité de ces petites et moyennes entreprises, en fait, et notamment en France, c'est ce qu'on appelle donc les TPE de 0 à 5 personnes qui travaillent. Donc, on est vraiment dans un fonctionnement très particulier. Et effectivement, ce tourisme national qui, de toute façon, on parle beaucoup de tourisme international, le tourisme national, de toute façon, dans tous les pays, c'est quand même proportionnellement le tourisme qui apporte le plus de touristes. Sauf qu'on le connaît un peu moins parce qu'évidemment, vous imaginez que quand vous prenez l'avion ou vous allez à l'étranger, il y a quand même des manières de vous tracer, de vous suivre, ne serait-ce que par les passeports, les enquêtes aux frontières, etc. Et quand vous allez chez Mémé le week-end ou que vous allez voir votre petit copain, votre petite copine qui habite dans une ville à 400 km par exemple, vous n'allez pas prévenir Urbi, Orbi, le gouvernement, etc., etc. Donc on ne le sait pas bien, en tout cas les statistiques sont moins fiables, mais c'était déjà très important et ça l'a été encore plus. Et d'ailleurs, je vais un peu à contresens par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites, autant on sait qu'effectivement nous avons des destinations qui ont beaucoup souffert de la baisse du tourisme, il y a eu des destinations, il y a eu des entreprises qui y ont gagné. Hein. Tout ce qui est notamment tourisme rural, on parlait des gîtes, etc., etc. En fait, moi j'ai discuté longuement avec parmi l'enquête pour notre master dans lequel j'interviens, avec des étudiants qui ont travaillé dans le sud-ouest, c'était le cas de l'Aveyron par exemple, ben, que ce soit des agriculteurs qui avaient donc une activité dans le tourisme par le biais de location de tables d'hôtes, chambres d'hôtes ou de gîtes, etc., etc., mais ils n'avaient jamais fait dirais, un chiffre d'affaires aussi important qu'en 2020 et en 2021. Vous voyez. Donc, attention, lorsqu'on parle de tourisme, pour résumer et terminer, quand on parle de tourisme, il faut toujours faire attention de quoi on parle. Parce que c'est un système qui est tellement émietté et tout ce qu'on peut dire, si on change d'échelle, on change d'acteur, en fait, ce qu'on dit va être totalement faux, au-delà de l'insulte globale.
Si je parle maintenant, mais c'est important, je pense, ce chapitre introductif, donc de conduite stratégique en temps de crise et de clients. Donc, vous imaginez bien que du coup, ce que je vais vous dire maintenant, c'est un peu plus général. Comment peut-on faire? J'essaie de retrouver ce qui était en fait le plus petit positionnement commun en fait des entreprises, des destinations, des organismes de gestion des destinations, office de tourisme, etc., pour justement pouvoir stratégiquement s'en sortir en temps de crise et notamment en temps d'incertitude. Je dirais que s'il y a un mot-clé à savoir, c'est l'adaptabilité. Plus précisément, la créativité, la flexibilité, la rigueur et la rapidité d'action sont les points importants. L'objectif stratégique, il est double en fait. Ce n'est pas forcément que attirer de nouveaux clients, c'est maintenir la fidélité et la confiance des clients en période d'incertitude et attirer de nouveaux clients. Donc, quelque part, on est effectivement, surtout maintenant en février 2022, dans un système encore extrêmement contraint, mais également, c'est l'occasion de grandes opportunités. Donc, que peut-on faire? En temps d'incertitude, pour vis-à-vis des clients, le premier point, le plus important, je dirais, c'est être positif. Je n'ai jamais dit que c'était facile, mais enfin, même c'est extrêmement difficile. Mais c'est vraiment le premier message à faire passer aux clients, c'est d'être positif et d'être empathique avec le client et de le rassurer. Ça ne veut pas dire mentir, hein. Si, venez, il n'y a pas de problème. Mais on verra plus tard ou même tout de suite, que communiquer avec le client, c'est extrêmement important. Il faut le tenir au courant, avantages, inconvénients, on peut faire ça, on ne pourra pas le faire, ça je ne sais pas, mais au moins être clair. Et là, c'est se mettre un peu à la place du client, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Le rassurer, communiquer, même s'il achète peu ou pas en temps de crise, hein. L'important, c'est de nouer ou de resserrer des relations, de montrer au client qu'il est important et définir, on va le voir, de nouvelles façons de travailler avec les clients. Et je dirais que attirer de nouveaux clients, bien sûr, tout le monde en rêve, tout le monde en veut, mais quelque part, le plus important, c'est de prendre soin des clients fidèles ou de tenter encore, malgré les difficultés, de fidéliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des clients les plus précieux, les clients fidèles. Et de serait-ce que si je voulais être maintenant très économique, au-delà de l'aspect social, je dirais, ou de l'aspect communicationnel pur, c'est tout simplement que de garder un client, hein, ça coûte beaucoup moins cher en termes d'énergie, de temps et d'argent que de courir pour avoir de nouveaux clients. Il faut de toute façon courir pour avoir de nouveaux clients. Mais déjà, si on a un noyau de clients qui est fidèle, qu'on soit destination, territoire, ou qu'on soit acteur professionnel du tourisme privé, c'est vraiment le plus important. Un mot important aussi également, c'est le côté précieux du client. Et bien sûr, une adaptabilité qui passe généralement par des politiques de prix flexibles, des rabais ou des adaptations. Par exemple, des ressources en plus, des services en plus, des prestations en plus pour le même prix, etc. Donc, on a bien compris que la relation client est fondamentale. Une bonne relation client passe par la bonne relation entre collaborateurs, l'importance de l'esprit d'équipe. Au-delà du fait qu'on garde ou on ne peut pas garder son équipe, là, clairement, c'est un choix extrêmement difficile. Mais ensuite, l'importance de l'esprit d'équipe. Et je dirais même plus loin, c'est ce que, dans certains de mes textes ou autres, j'appelle l'intelligence collective, l'intelligence territoriale et collective. Mais c'est le côté vraiment esprit d'équipe. C'est l'importance du partenariat. Alors, ce partenariat, il est évidemment avec les prestataires, avec les fournisseurs, etc. Mais il est aussi, on y pense moins, avec les concurrents et avec les collectivités territoriales, bien évidemment. Je vous donne un exemple type. Quand on candidate, par exemple, pour accueillir un congrès national ou international, par exemple, imaginons que Cannes, que Strasbourg, que Québec, que Montréal candidate pour avoir un congrès national ou international sur son sol, il est évident que la candidature sera meilleure, a plus de chances d'être acceptée si les différents hôtels des villes en question, si l'Office du tourisme ou le bureau de convention, le bureau de congrès, si les fournisseurs se mettent ensemble pour porter le projet. Et par là même, si le dossier est bon et que la ville est choisie, tout le monde va se partager un peu les fruits de la chose. Et même si cette fois-ci, on ne l'aura pas directement, ça sera la fois d'après. D'accord? Par contre, si Québec, Cannes ou Montréal n'a pas le congrès, tout le monde perd. Donc, le partenariat, même avec ses concurrents. Pour donner un autre exemple, par exemple, très rapidement, Cannes a réagi avec d'autres villes internationales, notamment, je dirais, les villes de Lausanne, la ville de Genève, etc., entre autres. Effectivement, ça a été de monter une plateforme où toute organisateur d'événements, de congrès, d'événements internationaux peut piocher dans ces villes parce qu'ils ont comme une charte, ils ont de la qualité dans les prestations, dans les services, ils ont un panel de prestataires et vous voulez faire un événement hybride ou distanciel, vous avez toutes les informations, toutes les ressources, etc. mis en place.
Et pourtant, pour accueillir un congrès, clairement, nous savons très bien que, par exemple, Cannes ou Lausanne ou Genève ou Ottawa, par exemple, qui fait partie du panel, et Edmonton, par exemple aussi, ces villes-là sont en concurrence pour accueillir des événements, des congrès. Un autre point, ce partenariat peut se faire également à un autre niveau, c'est dans ce que j'appelle également le virage local. Ce sont par rapport aux ressources locales, les producteurs, les artisans, les artistes, par exemple. Effectivement, ce sont des points qui sont très, très importants. Sachant que les touristes sont de plus en plus exigeants de nos jours. Et pour vous donner un exemple de partenariat stratégique, j'ai vu ça dans un communiqué de presse du 18 février, donc c'est extrêmement récent, que nous avons actuellement donc, un partenariat qui a été signé entre d'une part l'Office du tourisme et des congrès de Paris, l'OTCP, et Alentour, qui est la plateforme numérique française du tourisme de proximité, en fait. Et ils ont signé, donc là, ça date d'hier ou avant-hier, un partenariat stratégique et technologique pour élargir leur catalogue d'activités, que ce soit d'activités de loisirs. L'objectif est commun, c'est de développer la commercialisation de l'offre touristique du territoire et de développer le tourisme de proximité. Donc, c'est un fonctionnement gagnant-gagnant. Et c'est ça qui est important dans l'aspect partenariat. Il faut quand même savoir que selon la dernière enquête, comme je vous ai parlé, qui est Travel Prediction, publiée par Booking.com d'octobre 2021, il faut savoir que près des 3/4 des Français sont également de plus en plus à la recherche d'expériences authentiques, mais pas authentiques dans l'absolu, comme ce terme un peu bateau qui ne voulait plus rien dire ces dernières années, mais c'est d'être inséré à la culture de la destination. Et on rejoint un point extrêmement important qui est transversal de tout ce que je vous dis, qui est donc justement la soutenabilité. Je préfère ce terme à la durabilité, puisque, bon, par définition, le tourisme est durable. Donc, la soutenabilité des destinations. Et à l'international également, les voyageurs, selon ce rapport, accordent une plus grande importance à leur relation avec les communautés locales et à ce que pourrait apporter comme bénéfice aux habitants leur voyage. Il faut voir aussi que pendant la pandémie, tous, nous avons réappris quelque part, je dirais, à vivre à petite échelle, à vivre dans une échelle qui était locale. Et notamment, rappelez-vous, on a renoué avec nos communautés locales en soutenant, par exemple, les commerces de proximité. En fait, d'après cette enquête, cet état d'esprit semblerait s'être ancré chez les voyageurs qui souhaiteraient maintenant l'appliquer lors de leurs vacances. Et ça, c'est un point effectivement qui me semble assez intéressant. Si l'on continue dans ces conduites stratégiques, bien évidemment, on en a parlé aussi cet après-midi, il faut revoir son modèle d'affaires, son business model pour mieux s'adapter. Il faut trouver de nouveaux moyens d'accroître ses revenus, tout simplement. Alors, ça peut être en période de crise, remplacer certains revenus par d'autres en attendant d'eux, ou ça peut être un virage stratégique qui fait qu'effectivement, et je pense que c'est peut-être la meilleure solution quand c'est possible, bien évidemment, de réfléchir et de rendre de façon permanente, en fait, l'ouverture de son modèle d'affaires. On rejoint quelque chose qui est quand même très ancien. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais bon, on l'utilisait beaucoup quand j'étais petite, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout simplement. Sortir de ces flux tendus, sortir de cette focalisation, etc. Et donc, s'adapter aux besoins des clientèles, et bien sûr la sécurité sanitaire qui est devenue importante, mixer sa clientèle. Il a été dit, je rappelle, mais les touristes multi-échelles, ça veut dire quoi? Son touriste local, son touriste national, son touriste européen ou international et aussi les habitants. Mixer sa clientèle. Là, on peut parler bien évidemment de ce qu'on appelle donc le tourisme ultra proximité, la staycation, donc à côté de chez soi. Pour donner quelques exemples, j'ai vu passer pendant tout l'hiver et même encore maintenant, il y avait des packages, par exemple, où vous avez des hôteliers, par exemple à Nice ou à Cannes, etc., des hôtels de luxe, qui faisaient des packages à des prix assez raisonnables, voire très raisonnables à période de creuse forcément. Et par là même, vous avez des personnes qui offraient à leurs parents, leurs grands-parents, un séjour un peu dans l'arrière-pays grassois. C'était l'occasion de passer une nuit avec un repas et une nuit dans un hôtel de luxe qu'on ne penserait pas, et on habite peut-être à 40 km de Cannes et on y va. Pareil pour les personnes qui habitent à côté de Strasbourg, etc. Il y a eu beaucoup ce genre de choses qui s'est développé, mais c'est pas bête, ça, c'est vraiment une manière de conduite stratégique pour attirer de nouveaux clients. Et ensuite, bon, évidemment, le client qui n'est pas extrêmement riche ne va pas forcément aller tout le temps dans l'hôtel de luxe, mais il va connaître le restaurant, se dire qu'en fin de compte, c'est peut-être pas si cher que ça et que de temps en temps, il peut se le permettre également.
Hein. Donc ça, mixer sa clientèle et cette hybridation des lieux et des fonctions, ben, une destination qui s'est lancée parmi les premières à ce propos, et notamment tout ce qui est lié au télétravail, ça a été la Thaïlande, hein, qui a fait une communication extraordinaire, une adaptation concernant, pour que ces hôtels se remplissent, sur tout ce qui est télétravail. Actuellement aussi, par exemple, vous avez dans un autre cas qui est aussi le rapport entre les bureaux dits d'affaires où les personnes travaillent du moins et les resorts, vous avez par exemple, je crois que c'est Club Méditerranée qui a ouvert ses resorts au personnel de l'entreprise qui travaillait normalement dans les bureaux, par exemple. Voyez. Donc, on est de plus en plus dans une hybridation des lieux et des fonctions qui peut-être est une piste à garder au-delà même de la gestion de crise, je dirais, pour la post-crise et la relance. Donc, pour résumer, identifier et saisir toute occasion d'affaires, avoir l'esprit, être open-minded, hein, comme on dit, avoir l'esprit ouvert et se dire, voilà, et là, bon, ben, de réfléchir, se dire, ben, la créativité, on essaye, au pire, ça ne marche pas. Ben oui, ben voilà, mais on aura pris un package, on aura pris quelques temps, et bon, voilà, on peut essayer. Et un élément clé, bien évidemment, c'est extrêmement important, c'est l'avis du client qui notamment, je parle plus là pour les grands groupes, pour tout ce qui est un peu plus lourd, ou même pour les entreprises plus petites, mais qui généralement avaient le nez dans le guidon parce que ça travaillait, il y avait du monde et qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir, on n'a pas trop le temps, comme vous le disiez tout à l'heure, un collègue disait tout à l'heure, mais effectivement, on ne peut pas, quand on est ouvert que certains mois dans l'année, etc., qu'on doit faire notre profit 80%, j'ai lu sur le PowerPoint de Madame Tiernaz, c'était effectivement, bah, on ne peut pas à la fois, la personne va être polyvalente, etc. On ne peut pas tout faire. Mais oui, justement, c'est l'occasion de plus d'interaction, de plus de collaboration entre professionnels et consommateurs. On en a parlé hein, pour les produits de grande consommation, ce consomme acteur. Hein. Donc, c'est certainement une rupture en fait avec notamment tout ce qui est marketing, notamment de faire autrement donc, et de prendre en compte le client. Euh, Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes sur un marché international, mais quelles mesures il faut prendre des mesures pour s'ouvrir au marché intérieur, clairement. Hein. Là, j'en parle d'autant plus que ce marché international, la région où je suis, notamment la Côte d'Azur, par exemple, à l'échelle de Paris également, et c'était des marchés qui étaient très ouverts sur l'international et moins sur une clientèle locale. Là, forcément, il y a eu des problèmes et il a fallu s'adapter. Voilà, c'est ça, effectivement. Et donc, en même temps, l'idée, c'est que ça peut être, cette communication est donc essentielle. Donc, les points clés, modèle d'affaires innovant, co-construction avec les clients, ceux qui savent. Je dirais même avec les jeunes. Quand je conseille des entreprises, des organisations, des OGD, des bureaux de congrès plus particulièrement, mais j'ai dit, mais faites confiance à vos stagiaires, faites confiance, on les a formés, et en même temps, ils ont donc une formation qui leur permet de maîtriser, d'avoir une certaine culture de ce qu'est le tourisme ou l'événementiel, l'hôtellerie, etc. Bien sûr, au point de vue opérationnel également. Mais s'ils sont en master, notamment licence pro, master, etc., c'est qu'ils ont quand même des connaissances aussi générales du système touristique, etc. Donc l'idée à partir de là, c'est faites-leur confiance, donnez-leur des missions, dites-leur d'innover. Ils savent aussi hein, faire ce genre de choses et il s'agissait de le développer au maximum. Il faut co-construire avec les clients, avec ses stagiaires, avec etc. Gardez bien sûr le virage local et je parlais dans ce qui concerne l'événementiel. Attention, de plus en plus, c'est développer l'événementiel hybride, mais bon, non, le présentiel et le distanciel sont deux types d'événements et différents. L'hybride technique, c'est effectivement mettre une caméra et des personnes dans la salle et des personnes qui sont hors de la salle. Le vrai, gérer un vrai événementiel, je dirais hybride, un incentive, en congrès, en convention, garder le taux d'engagement, être capable de faire participer les personnes, etc., que le message passe bien, qu'il y ait une interaction, ça, c'est tout à fait notre paire de manches, si vous me permettez cette expression. Les derniers points, donc, bien sûr, ne pas oublier la technologie. Hein. La technologie, tout ce qui est amélioration de l'expérience client, c'est fondamental. Double intérêt, aider, rassurer le client en temps de crise et bien sûr garder un avantage dans la perspective de la relance. La diffusion et la communication d'une information claire qui permet également d'être fiable, améliorer la réactivité et l'écoute. Ça peut passer, hein, au-delà bien sûr des process communicationnels humains, par évidemment des solutions technologiques. Je vous donne un exemple, il y en a évidemment des centaines de milliers d'autres. La solution Lounge Up, qui est effectivement pour tout ce qui est, je dirais, la communication pour établissements
établissement hôtelier, qui permet de gérer sur une seule plateforme toutes les procédures, que ce soit les newsletters, les hubs de messagerie, que ça peut être évidemment les opérations internes, les avis des clients, la clé évidemment d'entrer dans sa chambre, le portail client, les bases de données, etc. Donc c'est un point qui n'est pas négligé. Également, un point important, c'est l'amélioration de la planification de voyage pour attirer de nouveaux clients ou même pour avoir donné envie de revenir à des clients qui sont déjà venus. Les expériences virtuelles à réalité augmentée, elles sans forcément passer par des casques, c'est compliqué. Se projeter dans la destination, dans l'établissement, dans le parc de loisirs, avant même d'y aller, ben, c'est sympa. Hein. J'ai testé, vous pouvez aller sur YouTube, hein, si vous allez sur le site de Travel World VR, où il y a également la société Hopping qui fait ça. Il y en a de plus en plus, et c'est vrai que c'est très, très sympa. Également, de façon plus terre à terre, mais également pratique, les gestions de flux. Hein. Réserver des plages horaires pour éviter l'attroupement, ça c'est l'effet sanitaire, mais également l'attente, l'impact psychologique, des applications aussi qui mêlent l'expérience virtuelle et présentielle pour vous faire attendre, qui font que c'est sympa, on a de l'information, de la musique, etc. Bon, par exemple, Philomatique, qui est utilisé je crois, dans les parcs d'attraction en Astérix, par exemple, mais dans d'autres. Et également, de façon plus large, un parcours client qui est revisité avec des expériences en contact. Alors là, c'est bien par rapport à tout ce qui est sanitaire. On revient, on n'avait pas oublié le QR code, là, en ce moment, on est en plein dedans, je ne sais pas au Canada, mais alors en France, on mange du QR code avec les passes sanitaires, les packs vaccinaux, etc., etc. Donc, en hôtellerie ou autre, ces expériences sans contact permettent également, du coup, de rendre le parcours client plus simple. Donc, les points clés, clairement, les outils technologiques permettent d'attirer l'attention de potentiels nouveaux clients, de rassurer les visiteurs, de les fidéliser, de les aider à planifier leurs déplacements, de limiter leurs contacts. On a vu que nous avions différents exemples, beaucoup d'exemples. Je pourrais citer également les bornes automatiques, par exemple les hôtels Citizen M. Nous avons également d'autres cas dans les nomades hôtels. Nous avons des tablettes tactiles, par exemple, qui permettent aux voyageurs, et ça c'est très agréable dans son parcours, plutôt toujours d'essayer de se débrouiller tout seul, ou d'appeler le service client, ou de téléphoner, mais vous avez une tablette tactile, comme ça vous êtes hébergé, mais vous pouvez piloter vous-même, et à distance aussi, l'éclairage, les volets roulants, le chauffage. Vous pouvez lancer le vidéoprojecteur pour regarder une série ou des films dans votre chambre. C'est intéressant. Les tours opérateurs s'y mettent également. Voyageurs du Monde s'y est mis il y a quelques temps. Voyageurs du Monde qui est un spécialiste du voyage sur mesure individuel et du voyage d'aventure. Là aussi, il y a une application qui est aussi offline et qui est assez intéressante parce que ça permet aux touristes d'être guidés, d'être assistés et renseignés pendant tout le séjour et non pas uniquement pendant la vente du séjour. Ça, c'est intéressant. Donc, selon Travel Predication, 63% des personnes pensent que la technologie permet de mieux contrôler les risques sanitaires et qu'elle les aide à atténuer le stress lié à leur séjour et qui sont souvent intéressés par un service innovant qui pourrait prédire, ne serait-ce que dans quel pays ils pourraient voyager sans risque, etc. Ils aimeraient avoir des informations. Donc, tout ça permet de dire, et ça c'est un point très important dans notre milieu, que ce basculement vers le distanciel qui existait, il y avait des signaux plus ou moins faibles qui devenaient de plus en plus importants depuis 10 ans, 15 ans, mais là, la pandémie, vraiment le point clé, c'était l'accélération de la numérisation. Et maintenant, c'est sans retour. La présence en ligne, quel que ce soit un site web, des applications, des plateformes de réservation, des outils que l'on vient de voir, des solutions, ce basculement vers le distanciel, je dirais de façon plus large, vers la technologie informatique et autres, c'est maintenant stratégiquement indispensable aux entreprises, même aux petites. Et ça, c'est extrêmement important. Les solutions technologiques, quelles qu'elles soient, resteront fondamentales, bien sûr. Ça a été des mesures d'adaptation, mais la grande majorité resteront fondamentales lors du redressement de la situation. Normalement, et surtout toutes celles qui ont trait aux mesures sanitaires, mais pas que. La solution de réalité augmentée, expérience virtuelle, garde leur utilité en sortie de crise. Hein. La gestion de flux, l'aide à l'accessibilité, mais également, ça reste des outils promotionnels. Si je termine maintenant par un petit focus sur l'événementiel MICE, donc c'est une enquête donc, que j'ai mis en place avec mes étudiants, pas ceux de cette année, ceux de l'année dernière. Donc nous avons travaillé auprès d'une dizaine de destinations MICE, donc Meeting Incentive Congress Events Exhibitions, dans le marché de l'événementiel congrès et de l'événementiel corporate. Et donc c'était un travail qu'on a fait sous forme de questionnaire adressé donc à une cinquantaine de managers d'hôtels, de conférences, de palais des congrès, de responsables d'offices de tourisme et de congrès, de bureaux de convention à Paris, Berlin, Prague, Lisbonne, Londres, Stockholm, Bangkok, Séoul, etc. Donc,
quelles ont été leur conduite stratégique? Ben, pour eux, effectivement, il y a eu 4 points majeurs. La politique de prix, bien sûr, essentiellement la flexibilité des tarifs. Également, pour les EGD, également, tout ce qui était les politiques de promotion et de communication. Promouvoir, mettre en avant les points forts des destinations sur les réseaux sociaux. Garder le contact avec les touristes potentiels, les prospects, les futurs touristes ou les touristes habituels, les repeats, par Facebook, Instagram et Twitter. Il y a eu également des contrats avec les influenceurs, bien sûr, les sites internet et aussi via le public postage. Promotion des protocoles de santé et de ces événements distanciels hybrides, parce que vous savez que l'événementiel a quand même été le secteur du tourisme qui a le plus souffert de la pandémie et des restrictions. Hein. Également, un point important, les certifications et labellisations, qu'il s'agisse de certifications et labellisations liées, bien évidemment, à des protocoles sanitaires, mais même des labellisations, des OGD, par exemple, pour profiter de la période, des organismes de gestion des destinations, ben, ça a été le moment de former au marketing digital, à la communication digitale, en tout cas au digital de manière générale, au numérique, pardon, en français. Mais c'était l'occasion de former, hein, de se former ou de former les collaborateurs, pareil pour des entreprises, et donc des labellisations pour l'événementiel, par exemple l'événementiel hybride ou également d'autres types de labellisation. Ça, c'est un point important. Toujours rassurer le client. Et des mesures, bien sûr, d'hybridation avec des investissements sur des connexions pour du matériel technologique. Pour certains d'entre eux, par exemple, à Cannes, un studio complet, hein, dans un étage du Palais des Congrès, vous avez une salle qui a été maintenant, qui est carrément un studio de télévision. Hein, enfin, de télévision, c'est-à-dire en fait un studio plus que de télévision, un studio qui est vraiment fait pour de l'événementiel hybride de qualité. Et donc, ce sont ces politiques-là qui ont été parmi les plus développées comme conduite stratégique de gestion de crise, mais dont une bonne partie, à part les politiques de prix qui par définition sont celles qui sont les plus mouvantes, hein, en revenue management, on sait bien ce que c'est en yield, mais pour tout le reste, bien évidemment, ce sont des process, ce sont des solutions, ce sont des manières de faire qui vont rester après la crise. Donc, en conclusion, pour rester dans mes 20 minutes, la créativité, la flexibilité, la rigueur, c'est très important. Pendant très longtemps, le tourisme est resté ce qu'on appellerait un tourisme de cueillette, où des personnes étaient formées, autodidactes, etc. Là, on se rend compte que de plus en plus, le tourisme, l'événementiel, c'est vraiment un milieu dans lequel il faut être formé, dans lequel il faut être bien formé et dans lequel il faut en même temps garder le côté du tourisme qui est ce côté, je dirais, créatif, tourner vers le service, vers la personne, l'empathie, aimer les gens. On ne peut pas faire du tourisme quand on n'aime pas les gens, à part vraiment si on est sur du back-office et qu'on est comptable, ou éventuellement yield manager. Mais globalement, quand on choisit le tourisme, je vois bien mes étudiants, hein, le master que je dirige, il a été créé en 1975, donc à l'époque, je vous rassure, c'était pas moi, hein, malgré mon grand âge, mais quand même. Mais l'idée, c'est qu'en fait, bon, vous voyez, il faut aimer les gens. Hein, quand on fait du tourisme, quoi qu'il en soit, l'événementiel, il faut être à leur service, il faut les apprécier. Mais en même temps, ben, il faut être flexible, il faut avoir de la rigueur, il faut être formé, il faut se tenir au courant de ce qui se passe, de comment ça se passe. Et il faut plus, en fait, il faut vraiment qu'on soit, je dirais presque au top, comme on est dans l'industrie nucléaire ou quand on est dans l'autre. Sauf que quand on est dans l'industrie nucléaire, je caricature bien sûr, hein, j'aime bien être un peu provocatrice, on se rend compte qu'il faut être extrêmement rigoureux parce qu'imaginez, vous appuyez sur le mauvais bouton, ça fait des ordres. Hein. Dans le tourisme, on n'y pense pas forcément. Mais n'empêche que c'est très important. Il faut être aussi rigoureux dans le tourisme que l'on l'est dans l'industrie nucléaire ou dans les compagnies aériennes. Et donc, c'est la formation, c'est la rigueur, c'est ce qui fait la qualité du professionnel et qui fait que le client, il aura confiance et que le professionnel saura se débrouiller. Donc, malgré ce qu'on pense, la créativité, la flexibilité et la rigueur, c'est pas incompatible. C'est en fait, il faut avoir les deux à la fois. Profiter de la crise, ça c'est mon côté incurablement optimiste, hein. Profiter de la crise pour se tourner vers l'avenir, ben oui, on est obligé, ça nous est tombé sur la tête. Bon, ben, c'est pas Obélix, mais on n'est pas breton, mais le ciel nous est tombé sur la tête, ok, d'accord, ben bon, voilà. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas trop survécu, il y en a qui sont réorientés, il y en a qui vont survivre, mais voilà, ben, l'idée c'est qu'il faut profiter de la crise pour se tourner vers l'avenir, ça sert à rien de pleurer sur son compte. C'est l'occasion aussi en France, je connais moins ce qui s'est passé au Canada, mais en France, c'est aussi l'occasion que nos gouvernants se rendent compte que le tourisme, c'est 7,4% du PIB de la France, hein, c'est plus que l'industrie automobile, on rebat les oreilles avec Renault, mais désolé, il y a plus de boulot, il y a plus de jobs, il y a plus de flux financiers et sociétaux qui se passent avec le tourisme qu'avec l'industrie, qu'avec des pans entiers de l'industrie, donc il fallait aussi nous prendre en compte un petit peu, et jusqu'à présent, ça fonctionnait tout seul, donc on était sous-estimés, mésestimés, voire ah ben oui, c'est du tourisme, on se bronzer les fesses sur la plage, ok, c'est bon, tranquille, ils se débrouillent, ça va. Non, l'événementiel touristique, le tourisme, c'est important, il faut des gens formés, il faut qu'on nous écoute. Et le fait effectivement qu'il y a eu le livre blanc de l'événementiel porté par l'UNIMEV
qui est le grand syndicat de la Grande Union, donc tout ce qui est les métiers d'événementiel, le livre blanc qui a été mis en place et que la filière a été soutenue, mais ça montre bien que le gouvernement s'est rendu compte qu'effectivement, ben voilà, hein, c'était un pas important de l'économie, qu'il y avait des étudiants, qu'il y avait des professionnels, qu'il y avait des institutionnels, qu'il y avait des touristes, qu'il y avait des habitants, mais qu'il fallait les prendre en compte. Ce n'était pas simplement quelque chose comme ça. Mais ça passe pas n'importe comment, ça passe outre cette créativité, cette flexibilité, cette rigueur. Il y a un nécessaire pari du collectif et de la collaboration, c'est extrêmement important. Le silo, il y a longtemps que je dis que c'est fini, mais il faudrait peut-être qu'on s'en rende compte peu. La question qui se pose maintenant, je me tourne vers les étudiants, hein, vers les jeunes maintenant, parce que moi, en tant que directrice d'études, je fais attention à ce que me disent mes étudiants. Bon, pas toujours tout le temps, je ne peux pas faire tout le temps hein, ce qu'ils me disent, mais globalement, j'écoute. Donc, quelles sont les nouvelles offres? Quelles sont les offres améliorées, novatrices? Ce n'est pas forcément de l'innovation disruptrice qui va changer le monde, attention, hein, c'est souvent la petite chose ou les petites choses qui font que vraiment ça améliore hein, la situation, qui peuvent être mis sur le marché dès aujourd'hui, et pensons-y, qui vont favoriser la relance post-Covid 2019 de la destination de l'entreprise, bien évidemment. Donc, moi, je dirais que le mot-clé de départ, quand j'ai commencé à vous parler, c'était l'adaptabilité. Je pense qu'on doit passer maintenant à un stade supérieur qui est de l'adaptabilité, passer à l'agilité touristique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Vraiment, vous étiez très, très dynamique. Merci, merci énormément. À 18h, il vaut mieux, sinon tout le monde s'endort. Hein. Oui. Non, franchement, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci. Je vois qu'on a une question. On va laisser la parole du coup à Marie de la Place. Tu vas aller sur la discussion parce que je n'étais pas allée. Voilà. Hop. Ah, par contre, moi j'ai un petit souci. Alors dites-moi, je vous écoute parce que là j'ai un petit souci d'accès à la discussion. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, quelqu'un avait une question, mais je crois que la personne a le micro coupé. On ne vous entend pas. Madame de la Place. Oui, on vous laisse la parole. On ne vous entend pas, Madame de la Place. Je pense que ce n'était pas une question, c'était des applaudissements pour. Merci. J'avais une question. Peut-être que Nosy avait une question, je crois. Des applaudissements. D'accord. Non, j'ai dit merci. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé. Moi, ce qui m'intéresserait quand même, s'il y a des questions, je réponds, mais sinon, je vois qu'il y a quand même pas mal d'étudiants. Donc, je considère qu'en fait, il est extrêmement intéressant d'avoir votre avis maintenant. Parce que là, bon, comme je vous l'ai dit, je me suis fondée sur mon expérience, sur mes lectures. Bon, je mets de conférences, je lis beaucoup, hein, bien sûr, des rapports, des textes, etc. Je vois ce qui se passe, je m'intéresse. J'ai vu ce qui se passe au niveau des entreprises, puisqu'en fait, je suis maître d'apprentissage depuis longtemps aussi, donc je fais mes visites d'entreprise, donc je discute beaucoup avec les personnes qui embauchent, les étudiants ou qui sont apprentis. Donc, j'ai essayé de mettre ça rapidement sur 20 minutes. Mais ce qui est important, c'est votre avis. Donc, j'aimerais que les étudiants me disent ce qu'ils en pensent, où est-ce qu'ils en sont par rapport à votre entrée bientôt, hein, très bientôt sur le marché du travail, ou peut-être avoir l'avis de professionnels comme Isabelle Frémont, qui est là, je vois là aujourd'hui, et qui est la directrice, merci Isabelle, qui est la directrice qui intervient dans notre master. Elle nous fait le cours de stratégie hôtelière en anglais. Donc, Isabelle, qui est donc directrice marketing et commerciale d'un groupe hôtelier, un petit groupe hôtelier, mais de luxe, avec la Chèvre d'Or à Nice, etc. Par exemple, bon, que vous posiez des questions aussi à Isabelle, par exemple, ainsi qu'à moi, d'abord votre avis, à vous en tant qu'étudiant. Pas tous à la fois. Moi j'avais une question, Sylvie, oui, sur ce que tu évoquais. Comment tu l'évoques, justement, peut-être, ça fera la transition avec Isabelle, comment tu l'évoques auprès des acteurs du tourisme, cette question de toutes les lectures que tu as lues, et comment tu le diffuses auprès des acteurs du tourisme? Est-ce que tu passes par les étudiants pour qu'ils évoquent ces notions d'agilité, etc. Ou bien est-ce que tu prends contact avec les différentes tuteurs d'entreprise et tu évoques parfois ces choses-là? Comment ça se passe? Est-ce que c'est par des textes comme on le fait nous en sciences, mais je ne suis pas sûr que ça marche vraiment? Donc, est-ce que c'est plutôt des discussions informelles? Comment ça se passe pour que tu évoques ces sujets-là avec les acteurs du tourisme, justement? Alors, je te réponds un peu en vrac, puisque c'est sur les idées qui me viennent au fur et à mesure des manières que je mets en place ou que j'ai mises en place depuis quelques années. Alors, il y a des manières extrêmement variées.
Déjà, d'une part, vous l'avez peut-être remarqué, je suis bavarde. Donc, je parle avec beaucoup de gens, j'adore les gens, j'aime bien discuter avec les gens. Donc, je me tiens au courant de ce qui se passe, je discute avec beaucoup de monde. Quand je suis dans des événements où je rencontre quelqu'un, je m'intéresse à ce qu'il fait, pourquoi, comment. Je discute, je vois, je parle. Donc, déjà, c'est un premier point qui est le contact direct. Et par le fait d'être directeur d'études, responsable de programmes de recherche sur le tourisme, que ce soit les colloques, les machins, etc., je suis au rapport avec pas mal de monde. Donc, déjà, il y a tout bêtement le premier point qui est tout simplement de discuter avec les gens. Ça a l'air tout bête, on n'y pense pas suffisamment, mais je parle du master, je parle de ce que je fais, je demande ce que font les gens. Et comme je rencontre beaucoup de monde toute l'année, enfin, jusqu'à présent, parce qu'à ce moment, je suis plutôt en boîte, comme tout le monde, comme les autres, hein, mais globalement, je rencontre beaucoup de monde, donc déjà, le message passe dans les deux sens. Ça, c'est un premier point qui a l'air très simple, mais qui est quand même important. Premier vecteur. Le deuxième point, c'est via le master. Alors, à deux niveaux, par les étudiants, moi. Forcément, je connais bien mes étudiants parce que j'en ai 25. En gros, on en a Isabelle, ou je vois Tatiana qui est là aussi, qui est une des intervenantes, Tatiana Paniukova-Dragne, qui elle est dans l'événementiel, qui a sa boîte d'événementiel, qui intervient aussi dans le master. Je veux dire, clairement, j'ai un groupe d'intervenants, j'ai des étudiants, j'ai des intervenants professionnels dans le master, clairement, et donc je sais ce qui se passe, ils me parlent de leur entreprise, ils me parlent de ce qui se passe. Par exemple, moi, il y a Isabelle qui est le groupe Phoenix, le responsable, le PDG du groupe, c'est Thierry Lédoux qui a parrainé le master, par exemple, aussi. Vous voyez, donc il y a des actions de parrainage, je suis directement en rapport avec via mes intervenants professionnels ou directement avec un microcosme important, aussi à l'échelle Côte d'Azur. Je connais le président des syndicats des hôteliers qui interviennent. Je mets en place des conférences et des séminaires avec les professionnels constamment toute l'année. On en a une douzaine que je fais directement ou via Isabelle, Tania, Tatiana ou d'autres personnes également. Bon, déjà, ce contact le professionnel est très important. Également, avec le master, on a des partenariats avec la CCI, par exemple. Donc, du coup, mes étudiants sont invités à aller gratuitement. Ça, c'est bien, parce que c'est souvent très cher, tout ce qui est institutionnel. Il faut payer les formations. Donc, par exemple, la journée, il y a eu une journée du marché chinois. Mes étudiants ont été invités. Donc, effet réseau, en même temps, ils discutent avec les gens. J'ai mis en place, en tant que responsable du programme recherche tourisme à la MSHS, Maison des sciences de l'homme et du Sud-Est, vous connaissez les MSHS, hein, les enseignants-chercheurs. Donc, du coup, j'ai mis en place une journée d'études du tourisme qui s'appelle Jet Nice. D'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde, n'hésitez pas. Et au départ, qui était très académique, c'est un mini-colloque sur une thématique. Donc, cette année, c'est l'agilité touristique. Mais ça a été, par exemple, sur le patrimoine, tout ce qui est tourisme événementiel, patrimoine, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'au départ, c'est très académique. Quand je suis arrivée, je l'ai monté. Hein. C'est moi qui ai monté. C'est la journée d'études du tourisme de Nice. Ça a lieu chaque année. C'est gratuit. Soyez sur le site de la MSH Nice, vous le verrez. Soit en présentiel, soit en hybride. Et au début, donc, très académique. Et ensuite, je me suis dit, c'est quand même dommage de rester un peu entre nous. Même s'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient et des enseignants-chercheurs. Et donc, j'ai ouvert une première table ronde, une deuxième table ronde avec ceux que je connaissais, mes intervenants professionnels, mon réseau, le réseau de mes étudiants, ceux qui avaient pris les étudiants en stage, etc. Et donc, je les ai invités à venir en table ronde discuter avec des anciens chercheurs, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, parce que ce n'est pas le plus courant au départ. Et en fait, petit à petit, ça s'est institutionnalisé. Mais là, en novembre, on était à notre 5e Jet Nice. Et en même temps, ça fait du réseau pour mes étudiants, parce qu'ils sont à La Réunion, forcément, au mini-colloque. Ils rencontrent des professionnels. Les professionnels se rendent compte que les anciens chercheurs ne sont pas forcément des personnes qui sont ailleurs, hein, et qui donc sont là. Je participe à beaucoup d'événements, je dirais, de vulgarisation au sens large également, que ce soit les nuits de la science, les nuits, etc., ce genre de choses. Je fais aussi des conférences par le biais d'une association, bénévolement, hein, par le biais d'une association qui s'appelle Sciences pour tous. On n'est que des universitaires et bénévolement, on va à plein d'endroits, dans des médiathèques, on fait des conférences de vulgarisation, dans les médiathèques, dans les entreprises, dans les, ça peut être quoi, par les comités d'entreprise, on est invité, des médiathèques, je vais aller en prison là, dans un mois, enfin, je vais en ressortir, j'espère. Mais bon, donc du coup là aussi, il y a une communication, un passage d'informations là-dessus. Et par la MSH aussi, il y a pas mal de petites choses qui se mettent en place. On a mis en place des petites capsules vidéo, par exemple aussi, où j'appelle mon réseau, ils nous écoutent pendant un quart d'heure. Par exemple, j'ai un point de recherche, j'ai une capsule vidéo, un quart d'heure, pas plus, parce que les professionnels n'ont pas le temps. Hein. Donc, un quart d'heure, 10 minutes, 6 minutes, entre midi et deux, un petit point, etc. Et le dernier point que je suis en train de mettre en place là, mais ça me prend du temps, mais je mets en place, je suis en train de monter une chaire MICE, donc, qui est ma spécialité. Et l'idée, c'est de créer des partenariats. Donc, ce que je dis, j'essaie de le faire. Enfin, moi, c'est ça, c'est mon principe bouddhiste de la vie. Ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie que les autres te fassent. Aussi de faire toi ce que tu aimerais que les autres te fassent ou fassent. Et donc, c'est un partenariat, comme tout ce que je fais d'ailleurs au niveau du master de la recherche, mais là, sur le MICE. Donc, des partenaires, donc, que ce soit les collectivités territoriales, la ville de Cannes, la métropole de Nice, etc.,
mais également des hôteliers, mais également la direction du tourisme et des congrès de Monaco, par exemple, ou que ce soit les offices du tourisme, que ce soit les hôtels, etc., à travailler autour du maïs sur le territoire. Donc l'idée, c'est d'échanger, de discuter, faire en sorte qu'il y ait des tests de chiffres, des embauches, etc. pour mes étudiants, mais qu'également, dans le cadre junior entreprise, mes étudiants aussi, ça je le fais aussi, hein, dans un cadre junior entreprise, mes étudiants sont en communication avec les professionnels et résolvent des petits problèmes qui font du coup que la communication passe très très bien. Donc tu vois, il y a peut-être, je viens de t'en donner une dizaine, il y en a peut-être encore plus de manières de communiquer, d'avoir l'information et de la répertorier. Et de la diffuser surtout. Merci. Alors, on a une question de Monsieur Depen qui demande ce que vous entendez par agilité touristique. Alors l'agilité touristique, effectivement, c'est quelque chose qui est au départ un concept, je dirais, sinon opératoire, qui est un concept, je dirais, de recherche fondamentale. Hein. Et donc, vous avez compris, moi, ce que j'aime, c'est la recherche fondamentale, mais quand je peux dérouler le fil jusqu'à la recherche appliquée, et ensuite au territoire ou à l'entreprise. Donc, ce qu'on appelle, je dirais, l'agilité touristique, en fait, au départ, vient de l'informatique. Hein. L'agilité touristique, en fait, c'était ce qu'on appelait l'implémentation, etc., etc. Et en fait, ça veut dire tout simplement les mots-clés que je vous ai donnés, c'est-à-dire que d'avoir en tête qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup et que sur le principe, même si quelque chose fonctionne, il faut toujours avoir en tête un pas au-dessus, un peu comme les joueurs de billard, vous savez, ou d'échecs, un cas de plus, mais si se passe ça, qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais tiens, j'ai un étudiant qui est là, qui pense là-dessus, mais bon, j'ai une petite idée, j'ai pas le temps, je peux lui demander aussi en stage de faire ça et pas que de l'opérationnel. Vous voyez, c'est d'avoir l'esprit ouvert et de se dire, tiens, ça fonctionne, comment je pourrais faire encore mieux? Comment je pourrais être plus créatif? Comment je pourrais éventuellement innover? C'est une manière de voir les choses et le monde, en fait. Et après, bien sûr, il y a des techniques, hein, il y a bien sûr des techniques, toujours dans les mots-clés, ce qu'on appelle l'itération, la fluidité, etc. Mais l'idée, surtout, je dirais, c'est d'avoir l'esprit ouvert et d'aller toujours au-delà de son produit touristique, qui est un assemblage de produits. Pour le faire court, hein, pour le faire court. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que oui, vous avez bien répondu à la question. Et pour conclure, on a une dernière petite question qu'on va prendre rapidement. Je te laisse. Oui. Alors, on voulait savoir comment pensez-vous que les pays émergents, les pays considérés comme sous-développés, peuvent-ils s'approprier de l'événementiel dans le tourisme? C'était une question du chat. Alors, on en revient à la réponse que je vais vous faire est une réponse par définition générale parce que, rappelez-vous ce que je disais au tout début, c'est extrêmement important. Selon les territoires, un pays émergent, ça peut être la Chine, ça peut être la Malaisie, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a rien à voir en fait en termes de développement, de sociétal, fonctionnement, etc., etc. Donc ce que je vous dis restera par définition un peu trop général parce qu'on ne peut pas s'adapter. Alors l'événementiel, mais déjà ce qui se passe, c'est que l'événementiel touristique, alors d'événementiel touristique, ça dépend lequel. Il peut y avoir l'événement, les méga-events, genre les méga-events type Jeux Olympiques, etc., ou Exposition universelle. Il peut y avoir les événements, merci beaucoup, les événements, je dirais, culturels, ça peut être des festivals, etc. Vous avez, et après, sportifs, hein, de toute échelle, tout niveau. Et puis, vous avez l'événementiel qu'on appelle MICE, c'est-à-dire les congrès, c'est-à-dire aussi bien les événements corporels, les conventions, les incentives, les séminaires de formation, etc. D'accord? C'est pas la même chose. Si on parle du maïs, bon, j'espère que James, j'espère que c'est du maïs dont tu parles, sinon je vais essayer de m'adapter. C'est ça? C'est du maïs ou c'est autre chose? James, tu es là? Tu es à Haïti, je sais, mais normalement c'est bon. Non? Bon. Donc, on va revenir sur le maïs. Donc, pour le maïs, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les pays émergents. Alors, dans les pays en développement, ce n'est pas forcément le plus évident. Parce qu'en fait, je dirais que c'est la partie émergée de l'iceberg touristique, dans le sens que c'est un marché qui est à haute valeur, je dirais, économique, à haute valeur en termes de formation, à haute valeur en termes d'exigence du client. D'accord? L'événementiel MICE. Un congrès, vous ne le ratez pas. Donc, il faut que les gens soient formés, que le matériel soit de bonne qualité. C'est un tourisme à très haute valeur ajoutée. D'accord? Donc, effectivement, si vous êtes dans des lieux qui sont ce qu'on appellera, et c'est la géographie qui parle, en périphérie de la mondialisation, des lieux qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas accessibles facilement, qui ne sont pas, qui a pas, par exemple, ça parle du 5G, mais qui n'a pas de connexion Wi-Fi, qui n'a pas du personnel formé, vous n'allez pas avoir un congrès international. Je caricature un peu, vous avez compris le principe. Hein. Donc, c'est assez difficile. Par contre, de plus en plus de pays émergents, au-delà de l'international, voient dès que le pays commence à se développer, à être dans des standards, je dirais, d'accessibilité, qu'il y a des autoroutes, qu'il y a des hôtels, qu'il y a des infrastructures, qu'il y a du tourisme qui se développe, international, national, en fait, peut développer de l'événementiel, sans problème. Il n'y a qu'à voir comment des pays, par exemple de l'Asie, notamment, et de l'Asie du Sud-Est,
se sont extrêmement développés. Si vous regardez il y a moins de 20 ans en arrière, pour vous ça fait beaucoup, mais à l'échelle du tourisme ou de l'événementiel, c'est peut-être pas si long que ça, mais vous aviez, si vous regardez sur les congrès internationaux et mondiaux, mais vous aviez quasiment que de l'Europe, des États-Unis et quelques pays par-ci par-là. Et le Japon, bien sûr, les pays de la triade. Vous aviez Paris qui, pendant plus de 20 ans, a été la première ville mondiale en matière d'accueil de congrès internationaux. Et maintenant, il y a Singapour. Et dans les 5 premiers, vous avez 3 villes asiatiques. D'accord? Donc, si vous voulez, à partir de là, dans les pays émergents, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, pour s'approprier dans les pays moins développés, là, effectivement, ce n'est pas forcément le plus facile. Par contre, ça peut se faire, ne serait-ce qu'au départ, par deux biais. D'une part, l'appropriation par l'événementiel local, l'événementiel national, en fait, mettant en place à la fois des formations et des possibilités pour les entreprises, et également à l'échelle internationale en s'appuyant sur des réseaux, mais là, de tourisme général, international. Parce qu'encore une fois, OK, mais pour que le touriste vienne, il faut qu'il y ait des choses de base. S'il ne peut pas arriver en toute sécurité dans le lieu en question, quel qu'il soit, national ou international, s'il ne peut pas être hébergé, restauré, un minimum diverti, et qu'il n'y a pas la structure pour que l'événementiel se passe, ça ne fonctionnera pas. C'est un peu basique, mais des fois, il faut revenir aux fondamentaux. Merci beaucoup pour vos réponses.